Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Laurent Wauquiez, député maire du Puy-en-Velay, vice-président de l'UMP. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury dont vous êtes l'invité, Laurent Wauquiez, bonsoir. Merci. Vous serez interrogé par Éric Revel d'LCI et Alexis Brézet pour Le Figaro ce dimanche. Malgré l'interdiction prononcée par la justice, 14 enseignes de bricolage ont décidé de rester ouvertes. Elles risquent de grosses amendes. Elles mettent en avant l'emploi. Vous avez été secrétaire d'État à l'emploi dans le gouvernement de François Fillon sous Nicolas Sarkozy. Et c'est à cette époque que votre majorité s'est attaquée à ce problème du travail le dimanche. Comment est-ce que vous expliquez que plusieurs années après, on en soit toujours là ? D'abord, la première chose sur ce sujet, je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu de bon sens et de pragmatisme. On est dimanche, vous travaillez. Ce qui montre qu'il y a des Français qui travaillent le dimanche. C'est juste une réalité. Et j'assiste de façon un peu perplexe, vous l'avez dit, je l'ai vécu quand j'étais secrétaire d'État à l'emploi, à l'espèce de dramaturgie qui s'installe depuis maintenant quasiment une semaine sur cette question du travail le dimanche. Qui est responsable de cette dramaturgie ? Un peu tout le monde. Et sincèrement, on a toutes les caractéristiques de la capacité de la France à l'immobilisme et à se figer sur certains sujets. La justice. On a quand même le sentiment qu'on a une justice qui juge contre l'emploi et les salariés. Les syndicats, avec des déclarations qui sont parfois surréalistes. Un avocat d'un syndicat, d'un grand syndicat français, qui se glorifie de dire c'est un business lucratif. C'est-à-dire que les contentieux qu'ils font, le syndicat explique, c'est un business lucratif pour nous. On gagne de l'argent sur ce sujet. Parce que c'est une déclaration de l'avocat de Force Ouvrière qui disait effectivement dans les journaux ce matin que ça a rapporté 10 millions d'euros à Force Ouvrière. Ça vous choque ? Bah oui, ça me choque. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi ? On fait des contentieux pour gagner de l'argent pour un syndicat ou pour défendre des salariés ? Sur un sujet où 70% des Français sont favorables. Et puis le troisième élément... Juste sur ce point, oui. Force Ouvrière doit faire quoi de cet argent ? Parce qu'on nous dit qu'effectivement, Force Ouvrière aurait rénové une partie de ses locaux avec de l'argent gagné sur ce type d'affaires. Vous le voyez bien vous-même, c'est-à-dire que ce qui est choquant, c'est que quand on a un avocat qui s'exprime comme ça, on peut avoir le sentiment que le syndicat fait ça pour gagner de l'argent plutôt que pour défendre vraiment des salariés ou une situation d'emploi. Et puis le troisième sujet, c'est quand même le maquis réglementaire. Et là, on a tous notre part de responsabilité, vous l'avez souligné. Un maquis réglementaire qui tourne à l'absurde, dans lequel une poule n'y retrouverait pas ses poussins. C'est devenu incompréhensible. C'est pire que des histoires de Gaston Lagaffe. Vous êtes dans le domaine de l'ameublement, vous pouvez ouvrir jardinage, le dimanche. Oui, bricolage, non. Bricolage, même si vous vendez du jardinage, vous ne pouvez pas ouvrir par contre le dimanche. Les grands magasins boulevard Haussmann fermés, les Champs-Élysées ouverts. Pardon, mais ça vient de votre majorité. Voilà. C'est pas les magistrats, vous disiez les magistrats, mais les magistrats ils appliquent la loi. C'est nous. Si la loi est mauvaise, c'est qu'il faut changer la loi ou les règlements. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on a globalement une situation dans laquelle je trouve qu'on a une parfaite incarnation de ce qu'est la capacité de la France en ce moment à l'hystérie et à l'immobilisme. Donc comment est-ce qu'on pas aller plus loin en 2009, vous demandez Jérôme ? Je vais vous dire mon sentiment là-dessus. C'est qu'au fond, quand en France on aborde des sujets, on le fait avec beaucoup trop d'idéologie et trop peu de pragmatisme et de bon sens. On a l'impression que sur cette question, qu'on est dans le tout ou rien. C'est-à-dire soit il faut tout ouvrir le dimanche, soit il faut tout fermer le dimanche. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver un tout petit peu de bon sens et de sérénité ? Il y a des endroits où ça a du sens d'ouvrir le dimanche. Et il faut sans doute le remettre à plat. On a fait les Champs-Élysées, on n'a pas fait les grands magasins. Il y a sans doute une marge de manœuvre. Il y a des magasins pour lesquels ça a du sens. Pour moi, le bricolage a évidemment du sens à être ouvert le dimanche. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis partisan de l'ouverture généralisée le dimanche. Donc, ce qui me frappe, parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça résume très bien un certain nombre de blocages actuels de la société française. Éric Revel. Laurent Wauquiez, c'est quand même fantastique. Parce que quand on écoute l'homme politique que vous êtes, on se dit, mais quel dommage qu'il ne soit plus au pouvoir. Parce que ça serait tellement simple. On vous écoute, vous dites, on a commis des erreurs, la loi est absurde, il faudrait pouvoir la modifier. Mais encore une fois, chaque homme politique donne l'impression que lorsqu'il n'est plus au pouvoir... écoutez, sur ce sujet précis, vous nous expliquez que la loi est mauvaise. Mais vous ne l'avez pas changée, vous ne l'avez pas amendée suffisamment pour permettre que la situation que vous dénoncez ce soir Monsieur Revel, ne soit plus un sujet. Monsieur Revel, c'est toujours un sujet. Je vais répondre très simplement. On a fait des améliorations. On les a faites. On a clarifié, par exemple, on l'a évoqué, la situation dans le domaine de l'ameublement ou du jardinage. Sauf que la loi française, il faut l'ajuster. Mais attendez, je vais répondre. Non, parce que sur le dossier précis du bricolage, peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait la situation. Oh, je crois que si, mais allez-y. Vous avez deux enseignes qui ouvrent le dimanche, qui ouvraient le dimanche, qui sont Leroy Merlin
et Castorama. Ces Oui. deux enseignes, en fait, dépendent de groupes très importants, la distribution. La seule enseigne qui était interdite d'ouvrir le dimanche, c'est Bricorama. Oui, et qui a fait elle-même le recours, parce que les deux autres n'avaient pas été pris dans la nasse. On est Donc bien c'est en d'accord. fait un combat de la grande distribution aussi. On est bien d'accord. Contre la Mais- petite enseigne. Ça, vous ne l'avez pas changé, vous ne l'avez pas vu à ce moment-là. Monsieur Revel, juste, vous m'avez posé une question très précise. Vous me permettez de répondre? Je vous en prie. D'abord, la première chose, c'est que je fais partie de ceux qui considèrent que nous n'avons pas tout réussi pendant nos 10 ans d'exercice du pouvoir. On aura l'occasion d'en Et reparler. qu'on a des questions à se poser pour essayer de faire en sorte qu'à l'avenir, nos actes soient plus en conformité avec nos paroles. Donc, je fais partie de ceux qui considèrent, bah oui, ne nous mentons pas, il y a des terrains où on a réussi, Mais des alors, terrains où on n'a pas réussi. Répondez, Eric Revel, Et- parce que demain, il y a une réunion à Matignon. Qu'est-ce que vous attendez précisément du gouvernement sur cette question du travail le Ah bah, dimanche? pour Qu'est-ce moi, qu'il c'est faut très modifier simple. Ce qu'il faut modifier, c'est deux choses. Revoir les localisations des zones où on accepte l'ouverture le dimanche, en ayant une approche qui ne dépende pas uniquement du bon vouloir ou du positionnement politicien de tel élu local. Il y a des zones touristiques d'intérêt national en France qu'on doit pouvoir ouvrir le dimanche. Et la deuxième chose que j'attends, c'est qu'on clarifie, et vous l'avez bien dit, un certain nombre de maquis où c'est pas compréhensible. Le bricolage, pour moi, doit être évidemment incorporé dans ce qui doit être ouvert le dimanche. Mais Et ni plus ni moins. en même temps, si Alexis vous n'étiez Brézet. pas allé, si vous n'êtes pas allé plus loin en 2009, c'est pas le fruit du hasard, c'est qu'une partie de la droite, celle notamment qui se revendique de la tradition, de la démocratie chrétienne, la tradition catholique, à l'époque avait dit non, le dimanche c'est pas fait pour travailler. Donc comment vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est là où, et c'est ce sur quoi j'insistais, attention aux approches qui sont trop radicales et qui sont trop dans les postures ou dans l'idéologie. La France en fait sa spécialité. Moi, je ne suis pas favorable à ce que le dimanche soit un jour où on travaille et que la règle soit le travail le dimanche. Je considère que le dimanche n'est pas un jour comme les autres, que le repos dominical a un sens et que tout dans une société n'est pas dédié au commerce. Pour autant, une fois que j'ai dit ça, j'essaye de faire preuve d'un minimum de pragmatisme. Il y a des gens qui travaillent le dimanche, il y a des secteurs où ça a du sens. Et pourquoi? Parce que je vais jusqu'au bout de votre question, qui évidemment me taraude. Pourquoi est-ce qu'il y a des secteurs où on a échoué? Je pense que cette approche trop idéologique, trop radicale du débat français, où on n'est pas capable de se poser, d'avoir ce minimum de sérénité pour aborder un peu calmement les sujets, nous handicape. Que tout en France prend immédiatement une ampleur démesurée et où on perd de vue les réalités de terrain. Mais Laurent Wauquiez, pour être tout à Eric fait Revel. précis, pour qu'on comprenne Oui. bien ce que vous voulez nous dire, vous dites je ne suis pas favorable au travail le dimanche, Généralisé. oui. généralisé, bien sûr. Alors, si vous deviez réfléchir à une loi qui permettrait à certains secteurs d'ouvrir leurs enseignes le dimanche, jusqu'où vous pourriez aller? Parce que c'est pas très clair. Ah Vous bah, dites, je ne suis c'est pas- très simple. Moi, je suis Non. favorable à une loi qui définira les zones géographiques où on a une forte activité touristique et où ça a du sens d'être ouvert le dimanche, parce qu'on a les touristes. Et deuxièmement, à ce que la loi incorpore les enseignes de bricolage dans la possibilité d'ouverture le dimanche. Même, Voilà. question, Alexis Brézet. même question que celle d'Éric, mais non pas sur le dimanche, mais sur le soir. Parce que là, on a Oui. parlé du dimanche, mais il y a aussi, notamment après 21h, l'affaire Sephora sur les Champs-Élysées. Ça, vous répondez quoi sur la question du travail le soir? Ah, l'affaire Sephora sur les Champs-Élysées, elle est de fait réglée par ce que je propose. C'est-à-dire que si jamais on a une extension qui est simple des zones touristiques, où on a une forte activité, qui ne sont pas des secteurs de consommation classiques, c'est évident qu'il faut donner cette souplesse. Donc vraiment, je pense que c'est une espèce de tragique comédie là qui s'est installée et qu'on peut résoudre assez calmement, à condition de sortir des postures. Mais pardonnez-moi, juste, Oui. on va pas insister beaucoup plus, mais enfin, vous dites là où il y a des zones touristiques. Mais enfin, les zones touristiques en France, elles varient selon les saisons, pardonnez-moi. Donc c'est très compliqué de faire une loi où on va essayer d'accompagner les touristes qui sont présents sur le territoire et une loi qui ne les accompagnerait pas parce qu'ils ne seraient plus là. Enfin, vous Monsieur voyez, Revel, vous avez tout à fait raison, il y a une grosse injustice, c'est qu'au Puy-en-Velay, Non, la saison non, touristique non, est uniquement mais là, de juin non, à mais je août. pensais qu'on vous disait qu'il alors avait que sur raison, les j'allais- Champs-Élysées, j'allais elle est avoir sur mes toute réponses, l'année. mais vous voyez le problème. Mais bien sûr, C'est bon, mais voilà. juste, est-ce qu'on peut pas se donner un peu de souplesse? C'est-à-dire, travaillons sereinement dessus, on évalue les endroits où il y a des touristes. Sur la côte Méditerranée, on voit bien les secteurs où il y a de la forte consommation touristique. Les Champs-Élysées, c'est quand même pas un scoop qu'il y a de l'activité touristique à l'année. Donc quand même, est-ce que c'est si insurmontable que ça? Vous évoquez la sérénité du débat. Il y a un autre sujet sur lequel le débat est loin d'être serein en ce moment, c'est la question des Roms. Ce soir, Manuel Valls estime insupportable les propos de Cécile Duflot à son égard. Il n'accepte pas de s'entendre dire qu'il remette en cause le pacte républicain sur cette question des Roms. Que révèle, selon vous, la divergence entre Cécile Duflot et Manuel Valls sur cette question? D'abord, je vais vous dire ce que moi je trouve insupportable. C'est ce déballage des scènes de ménage du gouvernement sur la place publique. Il y a juste un moment où il faut que ça s'arrête. Nous, on n'a pas à savoir si Cécile Duflot n'est pas d'accord avec Manuel Valls, avec le soutien ou non de Benoît Hamon. Tout ceci, ça doit faire partie des discussions en interne d'un gouvernement.
et ça n'a pas à être mis sur la place publique. Et il y a un grand absent dans tout ce sujet. C'est quand même François Hollande. Si on est dans cette situation, c'est parce qu'on a un président de la République qui manque singulièrement d'autorité sur les débats internes de son gouvernement. Cécile Duflot en a appelé à François Hollande. Vous avez la réponse? On a le retour du président de la République sur ce sujet? On a tous ces membres du gouvernement qui y vont depuis 10 jours de leur petite phrase, et on a juste un silence glorieux de François Hollande sur cette Vous lui question. demandez de Alexis répondre. Brézet. Ben, je dis tout simplement, un, il faut répondre, et deux, il faut à un moment qu'on arrête ce grand déballage des états d'âme du gouvernement. Enfin, ça n'intéresse pas les Français, et ça mine la crédibilité de son gouvernement. Pour moi, c'est une évidence. Après, maintenant, parce qu'il y a la forme, Il y a le puis fond. Sur le fond. fond, sur Ouais. le fond. Quand Manuel Valls dit que seule une minorité de Roms souhaite s'intégrer, vous lui donnez raison ou pas? Mais sur ce sujet, moi, j'apporte mon soutien à Manuel Valls sans aucun état d'âme. Et sur ce sujet, pour moi, il est évident que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer en France. Les Roms viennent de 2 pays, la Roumanie et la Bulgarie. On est dans cette situation, pourquoi? Parce que ces 2 pays ont décidé de ne pas intégrer les minorités roms à l'intérieur de leur territoire. Et il faut le dire clairement, ils s'en défaussent sur les autres pays européens. J'ai été ministre des Affaires européennes. Je sais très bien que ni la Roumanie ni la Bulgarie n'utilisent les crédits européens qui sont dédiés théoriquement à l'intégration de ces minorités. Et quand vous dites ça, vous savez très bien que la Commission européenne, par exemple Viviane Reding, va dire que la France sort de ses obligations. Bah, c'est pas Viviane Reding qui va m'expliquer ce que sont les obligations françaises. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a une politique européenne qui ne marche pas. Mais alors justement, Laurent, Éric Revel. au 1er janvier prochain, la Roumanie et la Bulgarie seront dans l'espace Schengen. Vous êtes un Européen convaincu. Là aussi, c'est un peu comme le bricolage de dimanche. Hein. C'est compliqué, c'est-à-dire, vous venez de nous expliquer. Je vais Vous vous venez de répondre. nous expliquer Oui. que la Roumanie et la Bulgarie posent. Vous savez même pas ce que je vais vous répondre Non, encore. mais oui, je ne vais pas poser ma question. Allez-y. Que la Roumanie et la Bulgarie posent un problème, qu'elles utilisent mal, peut-être y a-t-il des réseaux de corruption qui empêchent que les masses financières déposées par l'Europe ne soient pas utilisées pour y intégrer leur population, mais est-ce qu'il faut ou pas revoir l'espace Schengen? Est-ce qu'il faut ou pas antidater, repousser l'arrivée de la Roumanie et de la Bulgarie au 1er janvier dans cet espace de libre circulation en Europe? Alors pour moi, évidemment, parce que derrière toutes ces questions, c'est la question de fond de quelle Europe et quelle conception de l'Europe on a. Vous m'avez interrogé sur la cohérence par rapport à l'exercice du pouvoir. Il y a des domaines où on n'a pas été cohérent. Sur ce sujet-là, je suis fier de ce qu'on a fait. Parce que comme ministre des Affaires européennes, je me suis battu, et nous n'avons rien lâché, contre l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Et je me souviens d'une époque où j'avais ma tête qui était clouée au pilori de tous les journaux à la une de la Roumanie et de la Bulgarie, parce que le ministre français des Affaires européennes avait refusé qu'en quoi que ce soit on accepte que la Roumanie et la Bulgarie rentrent dans le processus d'intégration de Schengen. Donc la première réponse, c'est que Schengen ne marche pas et Schengen est devenu un problème. Pour moi, sur la durée, on ne peut pas continuer avec Schengen tel qu'il est conçu aujourd'hui. La deuxième leçon, c'est que l'Europe élargie telle qu'elle l'est aujourd'hui ne marche pas non plus. Et qu'il faut qu'on revienne, à mon sens, à une Europe conçue sur des bases totalement différentes. D'une part, une Europe élargie, dans laquelle au fond on fait de l'économie, de l'échange économique, une zone commerciale, et d'autre part un noyau dur, où on a des politiques beaucoup plus intégrées, mais avec beaucoup moins de pays européens. Ça nous éloigne dans un peu ces de pays, notre pour moi, sujet de départ, oui. qui était les Roms. Juste une question, parce qu'il y dans avait ces quelque pays, chose qui avait, pour il y avait moi, quelque très chose qui avait clairement, été mis en place, sauf il n'y a erreur, pas la par Roumanie et la droite, Bulgarie. c'est l'aide au retour des populations roms. Et on s'est rendu compte que non seulement ça ne marchait pas, mais que le système avait été détourné. Est-ce qu'au moins là-dessus, vous reconnaissez que vous avez fait une erreur? Mais ça ne marche pas, pourquoi? Parce Ça ne que marche les gens pas. prennent le L'argent- pactole et reviennent ensuite en France. Ça ne Ils marche retournent pas dans parce leur que la pays, reviennent. Roumanie et la Bulgarie ne jouent pas le jeu. Il faut le dire très simplement. C'est-à-dire que la Roumanie et la Bulgarie ont décidé de ne pas intégrer les populations roms. Et ils sont très contents qu'on ait les Roms qui soient projetés sur les chemins d'Europe et qui ne soient pas intégrés dans leurs pays respectifs. Mais Donc, comment est-ce qu'on change? Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce Alexis que Brézet. le 1er janvier, la Bulgarie et la Roumanie doivent bien entrer dans l'espace de libre circulation. Pardon. Et ça, je veux dire, vous dites on a tout bien Non. fait, mais vous Vous l'avez permettez de- accepté là-dessus Non. Non. Lisbonne, Non. l'élargissement, Non. tout ça, c'est quand même ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le Alors. fruit de tous ces traités-là. Monsieur Brézet, d'abord, attention aux amalgames, parce que ça peut aller très vite, mais ça n'a pas de sens. Schengen n'est pas lié au problème des Roms. C'est-à-dire que la Roumanie ou que la Bulgarie... C'est pour ça qu'on parle des Roms et de la libre circulation, et Pardon, pas de mais Schengen. je vais essayer de répondre très simplement. La question était sur Schengen. Que la Roumanie ou la Bulgarie soient ou non dans Schengen, C'est le tout fait autre- que les Roms sont dans l'espace européen leur permet de venir en France sans qu'il y ait la moindre contrôle possible. C'est pour ça que je dis
que ce n'est pas juste la question de Schengen, Voilà. et qu'on est dans le cœur du sujet quand je parle de l'Europe, c'est que la question de fond, c'est que quand l'Europe s'est trop élargie, qu'elle a intégré trop de pays, Voilà. et qu'on est allé trop loin, on l'a dilué. Et c'est parce que je suis un Européen convaincu que je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à une Europe qui soit concentrée sur un plus petit nombre de pays. Et aujourd'hui, on le voit, on a trop de différences avec la Roumanie et la Bulgarie. On ne peut pas avoir la même Europe. Et le en 1er partage. janvier, on fait quoi alors? Le 1er janvier, c'est la question de leur intégration dans Schengen. La France doit dire non. C'est tout. C'est simple. En Europe, il faut savoir dire non. Donc, c'est non à l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. C'est exactement la ligne que je défendais quand j'étais ministre des Affaires européennes. Est-ce que vous attendez à ce que François Hollande, par exemple, puisqu'on attend qu'il réagisse sur le différend entre Mme Duflot et M. Valls, est-ce qu'il pourrait intervenir sur ce sujet précisément? Est-ce que vous lui demandez d'intervenir au nom de la France en disant ce n'est pas possible d'ouvrir l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie au 1er janvier? La seule chose que je constate, c'est que pour l'instant, la parole de la France est beaucoup trop silencieuse sur ce sujet. Et que la France n'assume pas ses positions sur l'intégration dans Schengen. Donc oui, pour le dire simplement, je demande, et je pense que tous les Français demandent, qu'il y ait une clarification de François Hollande sur cette question et qu'on sache exactement ce qu'est la position du gouvernement français. Pour moi, c'est simple. L'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen, c'est non. Justement, qu'est-ce que ça révèle selon vous, ces silences de François Hollande? Vous parlez de l'espace Schengen, vous parliez des Roms, sur sa pratique du pouvoir présidentiel. Pour moi, c'est une absence d'autorité. C'est-à-dire que quand il y a des scènes de ménage à l'intérieur du gouvernement, c'est parce que le président de la République manque d'autorité. Et la deuxième chose que ça révèle, c'est un président de la République qui choisit ses sujets. Parce que comme il est très bas dans les sondages, il préfère aborder des sujets qui sont populaires et simples, et qu'à l'inverse, sur les autres, il se dissimule. Et je ne pense pas qu'on tient comme ça un pays. Il y a un sujet dont il a parlé cette semaine, François Hollande, c'est l'emploi. Pour la première fois depuis 1 an et demi, les chiffres du chômage ont baissé en août. Est-ce que François Hollande ne serait pas en train de gagner son pari d'inverser la courbe avant la fin de l'année? D'abord, sur cette question, ne soyons pas stupides. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu une baisse du nombre de demandeurs d'emploi en août. Et j'aime pas ces espèces de polémiques un peu stériles où on dit oui, mais il y a eu ceci, cela, qui a trafiqué les chiffres, etc. C'est une bonne nouvelle. Et on ne peut tous que s'en réjouir. Maintenant, la question, c'est cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle durable ou c'est une bonne nouvelle sans lendemain? Or, de ce point de vue, pour moi, il y a juste quelque chose qui saute aux yeux. C'est que la promesse d'inverser la courbe du chômage restera juste un slogan si elle ne s'accompagne pas d'un changement en profondeur du fonctionnement économique et social de la France. Et là où je dénonce l'illusion, c'est que ce que cherche à nous faire croire le gouvernement, c'est que le chômage va s'améliorer sans qu'on fasse ce travail. Et ce qui est très révélateur, c'est les perspectives de croissance. Il n'y a pas de croissance en France. 0,9 points de croissance en France, c'est très faible, parce qu'on a tué la croissance à coup d'impôts. Et donc faire croire qu'on va réussir à faire baisser la courbe du chômage sans qu'il y ait de croissance, il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Il faut 1,5 point de croissance pour faire baisser le chômage. L'UNEDIC le dit, l'OCDE le dit, le FMI le dit, tout le monde le dit. Mais Laurent Wauquiez, Éric Revel. vous dites on tue la croissance parce qu'il y a trop d'impôts, mais il faut bien rembourser les 600 milliards d'euros de déficit que votre majorité a laissé. Il faut bien les payer un jour, il faut bien payer l'addition un jour. Oui. Et vous aviez d'ailleurs créé énormément d'impôts aussi lorsque vous étiez aux affaires. Alors, On va juste peut-être poursuivre juste sur la question de l'emploi avant de parler des questions budgétaires et de la fiscalité. Et dire peut-être Alexis un mot Brezet. des emplois aidés, parce que finalement, si la courbe peut-être se retourne, ça sera en grande partie grâce aux emplois aidés. Vous en dites quoi, vous qui avez fait partie d'une majorité d'un gouvernement qui les a largement utilisés aussi? oui, sauf que là, la politique de l'emploi est unijambiste. Je ne vois aucun dispositif de soutien à l'embauche dans les PME. Je ne vois aucun dispositif pour les entreprises de moins de 10 salariés. Je vois une trop faible mobilisation de l'outil d'activité partielle qui permet à des entreprises qui ont une baisse conjoncturelle d'activité de pouvoir se structurer. Je vois trop peu d'investissements sur ces questions-là. Donc c'est pas le principe de l'emploi aidé que vous contestez, c'est le point d'application. Non, ce que je conteste, c'est qu'aujourd'hui, c'est une politique unijambiste qui repose uniquement sur les contrats aidés. Et que les autres outils de la politique de l'emploi ne sont pas mis en place. Je fais parce que je n'aime pas être juste dans l'opposition. Moi, je fais une proposition simple. S'ils veulent redresser durablement la courbe du chômage, il faut remettre en place d'urgence un dispositif de zéro charge à l'embauche dans les entreprises de moins de 10 salariés. Ça avait extrêmement bien marché à l'époque où on s'était impliqué sur l'emploi. Il y a ici des parlementaires qui s'étaient beaucoup engagés sur cette question, notamment Françoise Guégaud, et ça avait permis de sortir de très bons résultats. Parenthèse, vous faites des emplois d'avenir, vous, au Puy-en-Velay? Oui, j'en ai fait, mais raisonnablement. Je veux dire quelques-uns, pas des armadas, ceux dont on avait besoin, et surtout des emplois aidés dont je savais qu'à l'issue, je pouvais les embaucher.
Alexis Brézé. Une des clés de l'emploi, c'est la compétitivité. Le CICE, vous dites quoi? Ça va dans le bon sens? C'est quand même plutôt pas mal? C'est toujours bon à prendre? Oui, ça va dans le bon sens. Et donc, bien sûr, on peut faire des petites remarques disant c'est trop compliqué, c'est un dispositif d'usine à gaz. Mais baisser les charges sur nos entreprises, ça va dans le bon sens. La seule chose, et c'est ce que je souligne, c'est que ce travail-là est encore trop cosmétique. Si on ne s'attaque pas aux questions de droit du travail, si on ne s'attaque pas aux questions des normes, si on ne s'attaque pas à tout ce carcan qui enferme la compétitivité de notre économie, on n'avancera pas. Et c'est là où repose cette illusion, et au fond, pour dire les choses simplement, la supercherie de l'idée d'inverser la courbe du chômage. Il n'y a pas d'inversion de la courbe du chômage sans ce travail de fond. En ce moment, les partenaires sociaux, ils sont en train de négocier la convention de l'UNEDIC. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour le faire. L'assurance chômage, est-ce que vous faites partie de ceux qui, à droite, disent qu'il faut modifier en profondeur le système d'indemnisation du chômage? On a un certain nombre de problèmes sur le fonctionnement de l'assurance chômage. D'abord, on a une indemnisation qui est stable dans le temps. Donc, autrement dit, elle n'envoie aucun signal à la personne qui cherche un emploi de se dire attention, si j'attends trop, il y a un moment où j'aurai plus rien et je serai trop éloigné du marché du travail. Il faut que ce soit dégressif? Il faut qu'on ait un système dans lequel on a une incitation beaucoup plus forte sur le retour au travail. La deuxième chose, c'est que tout notre argent est noyé, et c'est une des convictions qu'on défend avec la droite sociale, sur le versement de prestations. Très peu sur l'accompagnement. Je vais prendre, parce que moi j'aime bien que ce soit concret, un exemple simple. On n'a quasiment pas la possibilité de payer un permis de conduire à un demandeur d'emploi. Dans mon département, la Haute-Loire, un demandeur d'emploi qui n'a pas de permis de conduire n'a quasiment aucune chance de retrouver un emploi. Il vaudrait mieux avoir plus d'argent sur ces dépenses-là que ce qui est noyé sur le versement des prestations sociales. Et donc, on a tout un travail de révolution culturelle à faire sur notre conception de l'assurance chômage. C'est une évidence. Et sur la durée d'indemnisation, on dit par exemple en Allemagne, on a réduit la durée d'indemnisation du chômage, alors qu'en France, elle est beaucoup plus longue. Vous dites quoi? Je pense surtout que le problème majeur en France, mais vous le savez, c'est pour moi une de mes convictions essentielles, c'est que la différence entre celui qui reste chez lui et celui qui travaille est trop faible en France. Et que ça a un effet désincitatif majeur. Quand vous allez travailler et qu'à la fin du mois, vous faites l'addition et que vous vous apercevez que par rapport à l'époque où vous étiez au chômage, vous avez quasiment rien gagné, c'est pas très motivant. Je reviens à la question que posait tout à l'heure Éric Revel sur le budget 2014. Le gouvernement dit, cette fois-ci, on fait 80% de l'effort sur la dépense, sur des baisses de dépenses. Qu'est-ce que vous auriez fait autrement, vous qui avez augmenté très fortement la dette dans les 3 dernières années du quinquennat? Sur le budget, d'abord la première chose, c'est que est clair aujourd'hui que la pause fiscale est un mensonge. Les prélèvements obligatoires augmentent l'année prochaine, quotient familial, déduction d'impôt sur le revenu. Mais attendez, quand on a... Éric Revel, précisément. Non, mais on va parler du budget, mais vous ne répondez donc pas à la question que je posais tout à l'heure. Vous avez raison, 0,9% de croissance, c'est un taux très faible. Oui. Sans un taux de croissance très élevé, on ne peut pas créer d'emploi. Vous dites, la croissance est faible dans ce pays parce qu'on l'a tué avec des impôts supplémentaires. Donc je vous posais la question. Comment est-ce qu'on fait différemment? Non, je vous la repose. Est-ce que vous ne vous sentez pas responsable d'un taux de croissance si faible aujourd'hui, puisqu'il faut bien payer le déficit que vous avez laissé en augmentant les impôts? Monsieur Revel, ce qui a laissé du déficit à la France, c'est la crise. Est-ce que nous, pardon, mais si. Enfin, le bouclier fiscal, il a été interrompu en cours de route. Oui, d'accord. Mais ce que nous, en tout cas, on peut dire, c'est que dans notre effort, on avait au moins un dosage qui a été tenu tout le temps entre les économies et les prélèvements obligatoires supplémentaires. Mais une fois qu'on aura tourné cette page, parce que moi, je ne suis pas là pour défendre de façon acharnée 10 ans de ce qu'on a fait, et encore une fois, il y a notre part d'autocritique à exercer. Par contre, il y a une question qui m'intéresse, c'est demain. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, si on veut baisser la dépense publique en France, il faut accepter de revenir sur un certain nombre de sujets politiquement corrects, tabous. Et pour moi, le sujet majeur, c'est la conception de la dépense sociale. La dépense sociale française en France est minée par le tout gratuit. Cette dépense sociale représente 30% du PIB, un peu plus même. Le tout gratuit sape les fondements de la protection sociale française, pour 3 raisons. Qu'est-ce que vous appelez le tout gratuit? La CMU, vous allez chez le pharmacien, vous ne payez pas. L'aide médicale d'État, la caution universelle du logement, de location qu'on est en train de mettre en place, qui fait que si vous ne payez pas votre loyer, quelqu'un d'autre le paye à votre place. Le système de tiers payant chez le médecin, qui fait que maintenant, quand vous allez aller chez le médecin, vous ne débourserez plus rien. Tout ce système dans lequel vous avez accès à la protection sociale sans qu'il n'y ait aucune forme de responsabilisation. Pourquoi c'est une dérive? Pour 3 raisons. La première, d'abord, c'est que ça aboutit à faire exploser les dépenses. Quand vous allez chez le pharmacien et que vous ne savez même plus combien coûtent les médicaments que vous prenez, évidemment que ça crée une spirale inflationniste pour la dépense. Ça, c'est le projet de généraliser ce procédé du tiers payant. Bien sûr. Qui est aujourd'hui encore un projet. Et qui a été annoncé posé par Marisol Touraine. La deuxième raison, c'est que ça aboutit à des abus.
Et ça vaut par exemple aussi pour le RSA. Quand il n'y a que des droits et pas de devoirs, nécessairement vous avez une protection sociale qui est minée par les abus. Donc vous nous dites ce soir que vous êtes pour, par exemple, la suppression de la CMU? Voilà, qu'est-ce qu'il faut baisser ou supprimer? Alors, et la troisième raison, c'est l'injustice, qui est très importante. Parce que, évidemment, les Français qui voient ça ressentent un profond sentiment d'injustice. Parce que le tout gratuit, contrairement à une idée reçue, c'est pas gratuit. C'est payé. C'est payé par quelqu'un. Si on prend la garantie universelle de loyer de Cécile Duflot, qui va payer? Le Français qui, lui, paye ses loyers, il aura une cotisation, une taxe, qui va permettre de payer les loyers de ceux qui ne les payent pas. Mais dans les allocations existantes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réduire ou qu'est-ce qu'il faut supprimer? D'abord, sur la CMU, je suis contre le fait que vous puissiez... Couverture maladie universelle. Sur la couverture médicale universelle, je considère qu'il faut qu'il y ait un coupon forfaitaire que vous payez, vraiment. Par exemple, 1 euro. Juste symboliquement. Pour se rendre compte que ça a un coût et que c'est le coût de la solidarité nationale. Sur l'aide médicale d'État, qui permet à des étrangers en situation irrégulière de bénéficier de l'accès à la totalité de notre système de soins, je suis contre. Je pense que c'est un dispositif qu'il faut faire sauter. Donc il faut le supprimer. Sur la garantie universelle de loyer et sur le tiers payant que le gouvernement est en train de mettre en place, je tire très fortement la sonnette d'alarme. Ne faites pas ça. Le tout gratuit est vraiment un moyen de miner la protection sociale. Et là encore, c'est un des principaux enjeux d'investissement du travail que nous menons avec nos amis de la droite sociale. C'est cette différence entre la solidarité et l'assistanat, entre la protection sociale et le tout gratuit. Ce tout gratuit est en train de tuer la France. Mais quel gisement d'économie il y a en supprimant ce que vous appelez le tout gratuit? Qu'est-ce que CMU et médical d'État, ça suffira pas sur la CMU, voilà. Prenons quelques chiffres. La CMU coûte 2 milliards d'euros. Des dépenses qui augmentent régulièrement chaque année sans qu'on arrive à les contrôler. L'aide médicale d'État coûte 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. On a une augmentation régulière des dépenses de santé qui ne va être que renforcée avec ce système du tiers payant chez le médecin. La couverture universelle de loyer, le gouvernement est même incapable d'avoir un chiffrage qui soit clair de ce que ça va coûter vraiment aux Français par le biais de ses cotisations. Donc si on veut remettre un peu de raison, bien sûr, c'est pas politiquement correct. Il faut qu'on ait le courage de dire, si on veut garder notre système social, il faut corriger les injustices et faire en sorte qu'on sorte de cette espèce de sentiment que tout ça est gratuit et qu'au fond, ça n'a pas de valeur. Mais si on n'aide pas davantage les Français les plus fragiles en période de crise, est-ce qu'on ne va pas aboutir à un système finalement à 2 vitesses ou à 3 vitesses, où seuls les mieux nantis, les mieux lotis pourront se payer une médecine de qualité, et puis les autres beaucoup plus difficilement? C'est pour ça que ce pourquoi je plaide, c'est pas faire tout payer. Un petit coupon, juste pour se rendre compte de ce que ça vaut. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut évidemment aider les plus fragilisés. Mais pas en allant jusqu'au seuil où on crée une espèce de confusion, de zone grise entre les revenus de la solidarité et les revenus du travail. Et aujourd'hui, Monsieur Revel, ceux qui souffrent en France, ce sont notamment les classes moyennes. Et ceux qui payent l'addition de gigantesque effort fiscal qui est demandé, ce sont les classes moyennes. Et aujourd'hui en France, il y a un vrai danger de paupérisation des classes moyennes. On va marquer une pause, Laurent Wauquiez, dans ce grand jury. On va laisser passer les informations. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Laurent Wauquiez, député maire du Puy-en-Velay, vice-président de l'UMP. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Laurent Wauquiez. Vous évoquiez juste avant la pause les classes moyennes. Vous disiez qu'elles étaient exposées à un risque de paupérisation. Il se trouve que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault donne demain matin une interview au quotidien La Croix et qu'il dit précisément « Nous sommes très attentifs aux classes moyennes ». Il admet Ça vous fait sourire ? Oui, je vais dire les choses en parodie en Coluche. Heureusement qu'il n'y a pas d'impôt sur les mensonges du gouvernement parce que là, on serait vraiment ruiné. C'est les faits. Les faits, c'est quoi ? Ils font sauter l'année prochaine la déduction pour les classes moyennes qui ont des enfants qui étudient au collège et au lycée. L'effet, c'est quoi? Abaissement du quotient familial et donc de la possibilité de pouvoir bénéficier de l'aide pour les familles. L'effet, c'est quoi? Remise en cause des complémentaires santé qui touchent les classes moyennes. L'effet, c'est quoi? Augmentation des cotisations retraite. Et je ne vous parle même pas de toutes ces catégories de Français de classe moyenne modeste qui, sans même s'en rendre compte, ont basculé dans la catégorie imposable. Mais Jean-Marc Ayrault répond que ça permet de financer des mesures sociales, notamment la hausse de l'allocation rentrée scolaire, le soutien pour les mères isolées. Voilà, il faut bien financer ça. Génial. Oui, ça permet de financer la garantie universelle de loyer, dont je vous ai dit ce que j'en pensais. Oui, ça permet de financer l'aide médicale d'État, dont je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc la seule chose que je constate, c'est que la pause fiscale est un mensonge. Et que cette année, les principales victimes du budget sont les classes moyennes. La pression fiscale baisse pour les entreprises, elle augmente pour les ménages. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement refuse
de donner le chiffre sur l'augmentation du prélèvement sur les ménages. Il dit aussi qu'il va Alexis Brevet. réindexer le barème de l'impôt sur le revenu que vous aviez gelé, parce que le gouvernement Ayrault l'a gelé, mais au départ, c'est le gouvernement Fillon Oui, qui l'avait gelé. sauf que là, ils l'ont prolongé. Oui, ils l'ont prolongé. méchamment prolongé, avec des effets qui ont été Mais rédhibitoires. cette fois, c'est fini. Hier, Cette par fois, il est exemple, réindexé. j'avais une personne âgée qui venait me voir et qui avait basculé dans la catégorie imposable. Elle me présentait sa feuille d'impôt sur le revenu. Pour elle, c'était 500 € de plus. Est-ce qu'on se rend compte ce que ça représente avec toutes les décisions qui ont été prises? Chacune, et à chaque fois on nous dit, mais c'est une petite goutte d'eau, ça va faire 10 €, 15 € de plus. Sauf que si on additionne ce qu'ils ont fait en 2 ans, rarement les classes moyennes ont subi une telle pression. Mais Éric Revel. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que sur la CMU, il faudrait qu'il y ait une sorte de coupon forfaitaire à 1 € de manière symbolique pour que les gens qui bénéficient de la CMU comprennent que c'est une dépense et que même de manière symbolique, il faut qu'ils y contribuent. Mais enfin, vous devriez donc louer le fait qu'une certaine catégorie, même si c'est très compliqué pour eux, bascule dans le paiement de l'impôt sur le revenu, parce que justement, l'un des grands problèmes de la France, et vous le savez, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de ménages qui payent l'impôt sur le revenu en France, et ça, c'est pas très politiquement correct de le dire, sans doute de ma part, au moment où on est plongé dans une crise, mais c'est quand même une réalité. Monsieur Revel, le problème de la France sur son système fiscal, et vous avez tout à fait raison de le dire, c'est qu'on a énormément de Français qui ne payent pas d'impôts, et qui du coup n'ont pas conscience que d'une certaine façon, la dépense, elle se traduit à un moment par des impôts sur les Français. C'est ça. Mais pour corriger ça, on ne le fait pas comme ils sont en train de le faire, sous le tapis, à la sauvette, avec une mauvaise pensée. On le fait clairement en faisant un vrai débat public et en disant, voilà, faisons en sorte par exemple que chaque année, les Français reçoivent leur feuille d'impôt globale. Parce qu'on leur prend des impôts, la CSG. C'est bien des impôts qui sont payés par une très grande majorité de Français. Sauf qu'on le fait, comme le fait trop souvent la France, en ne l'assumant pas. Et ça, c'est une leçon pour ma famille politique. Si vous voulez réformer le pays, il faut assumer. Juste une chose, parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression, quand on vous demande où est-ce qu'il faut couper, vous dites qu'il faut couper grosso modo dans les dépenses sociales. Vous êtes représentant du courant droite sociale. Qu'est-ce que cette droite a de social s'il s'agit de couper d'abord dans les aides? Le social, c'est pas l'assistanat. La protection sociale, c'est pas le tout gratuit. Moi, je défends précisément un système de solidarité nationale. Mais nous avons aussi la conviction, avec les amis qui sont là de la droite sociale, avec quelqu'un comme Patrick Ollier, que précisément si on veut tenir cette protection sociale sur la durée, ça suppose aussi qu'on corrige les injustices de ce système et qu'on essaye de faire en sorte que l'argent aille à ceux qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce système social va finir par mourir, d'abord parce qu'on n'aura plus les moyens de le financer, si on n'arrive pas à contrôler la dépense, et ensuite parce que quand les Français le regardent, ils se disent c'est injuste. Moi, je voudrais Alexis revenir un Brevet. instant sur les impôts. Vous nous dites que la pause fiscale est une blague, mais est-ce qu'au fond, la pause fiscale, c'est votre objectif, votre horizon, ou bien est-ce que vous dites qu'il faut baisser les impôts demain? Et si oui, parce que c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire, lesquels? Monsieur Breset, d'abord, si on regarde les économies qui sont faites sur la dépense dans ce budget, c'est quand même extraordinaire. Moi, il faut qu'on m'explique où est la baguette magique. Alors, c'est peut-être mon côté auvergnat, mais ils nous disent on n'a jamais fait autant d'économies. 15 milliards. 15 milliards. Et pourtant, la dépense publique augmente. Ils Parce font qu'on soi-disant dépense- des économies, mais l'année prochaine, la dépense publique va augmenter. Donc en fait, pour prendre une formule assez simple, c'est mieux que si c'était pire. D'accord? Mais on est quand même très loin du compte. On dépense moins Moi- que la dérive naturelle. Moi, Ouais, c'est dans ma vraiment- mairie, puisque vous me Oui, soumettez oui. à l'épreuve des faits, j'aime bien ça. Ça fait 5 ans que je gère en faisant des économies. La dépense publique, elle a baissé. Si l'État était bien Alors, géré en ce moment, et s'il faisait des vraies ça, on a économies, compris. la dépense Il y a des publique économies à baisserait. terme. Mais les impôts, vous dites qu'il faut baisser les impôts et on peut baisser les impôts? Non, pour l'instant, moi je considère que ça c'est du slogan et que la première chose à faire, c'est faire des économies sur la dépense. Et que promettre qu'on va pouvoir faire des baisses d'impôts généralisées n'importe comment, on n'y arrivera pas. Jean-François Copé dans le Commençons. slogan. Non, pour moi, C'est Jean-François Copé qui dit ça. Non, la question n'est pas de savoir si, si il c'est l'a un dit. tel ou un tel qui l'a dit. La question juste, et je rejoins bien ça, c'est quelle crédibilité est-ce qu'on peut arriver à reconstruire? On a, nous, augmenté la dépense publique. On a augmenté les impôts. Et donc soyons raisonnables, ne promettons pas des choses qui sont inaccessibles. Commençons d'abord par réguler la dépense publique. Et on a un point de rendez-vous, les municipales. Au moment des municipales, on est plusieurs à avoir la conviction qu'on doit prendre l'engagement dans notre gestion de nos villes que nous n'augmenterons pas les taux d'imposition et de taxes d'habitation. Vous avez ici sur ce plateau Alain Houpert, qui est candidat à Dijon. Il fait partie des élus avec lesquels je travaille pour qu'on prenne un engagement au moment des municipales que nous n'augmenterons pas les taux d'impôts locaux. Michel Avare à Lyon veut prendre le même engagement. Gaël Perdriau à Saint-Étienne veut prendre le même engagement.
À Montbéliard, notre candidate veut également prendre le même engagement. Vous ne trouvez pas beaucoup de candidats qui sont lire en promettant d'augmenter les impôts? Eh ben, malheureusement, si. Parce que je suis désolé, mais dans les programmes des socialistes, il n'y a pas du tout cette approche de la bonne gestion de l'imposition locale. Eric Pas du Revel. tout. Juste sur la fiscalité, entre ce que vous dites ce soir et ce que vous dites parfois, il y a quand même une différence. Par exemple, j'ai lu, alors peut-être que je me suis trompé, que vous étiez engagé à supprimer certaines niches fiscales. Par exemple, vous avez fait des déclarations récentes en disant il faudrait peut-être regarder dans le détail la suppression de niches fiscales. Mais lorsqu'on supprime des niches fiscales, vous connaissez l'image, il y a toujours un chien dans la niche fiscale en question. Et lorsqu'on supprime une Ça niche peut fiscale... être un chihuahua ou un doberman. Oui, mais lorsqu'on supprime une niche fiscale, en général, ça se traduit par une augmentation des impôts de ceux qui n'en bénéficient plus. Sauf si jamais vous faites une baisse du taux global d'impôt. Mais quelle niche fiscale vous supprimeriez? Enfin, d'abord, sur on voit bien, Oui. enfin, quand même, on a un Non, certain... je sais pas. On va prendre quelques exemples Ouais. simples sur, par exemple, les niches fiscales en termes d'investissement et de défiscalisation. On a des niches fiscales qui ne me semblent pas aujourd'hui parfaitement cohérentes. Et donc, je pense qu'on a un effort qui peut être mené en termes de clarification de l'impôt. Mais mon problème majeur aujourd'hui, il n'est pas là-dessus. Et je ne sais pas d'où vous tirez ces déclarations. Moi, en je tout le cas, retrouverai assez facilement. Mais Je n'ai pas noté la source. Voilà, pour ça. Je me méfie toujours quand on ne cite pas la source. Mais Vous êtes bien prononcé pour la suppression de certaines niches fiscales. mon obsession aujourd'hui, elle n'est pas là, monsieur Revel. Mon obsession aujourd'hui, c'est baisser la dépense publique pour éviter aux classes moyennes les augmentations d'impôts. Alors C'est mon seul repère. Alexis Justement, vous nous dites, et c'est votre rôle, le grand mal de ce budget, mais alors la Commission européenne, M. Olli Rehn, dit ce budget, il est responsable, il est prudent. Alors, que faut-il penser Ça n'est qu'un exemple. Si l'Europe est contente? Ça n'est qu'un exemple de plus qu'il m'arrive d'avoir des divergences assez fortes avec la Commission Non, européenne. mais sérieusement, comment vous expliquez que l'Europe trouve que ce budget est responsable et prudent? Tout En simplement général, parce que... l'Europe, elle n'a pas le beau rôle Non. dans ces cas-là, c'est plutôt le gendarme. Non, c'est tout simplement pourquoi? Parce que la Commission européenne, elle regarde une seule chose. À l'arrivée, est-ce que le déficit baisse? Vous matraquez les classes moyennes, c'est votre sujet. Vous avez Mais là, décidé il de baisse faire... pas le déficit. Non, mais pardon, je vais aller jusqu'au bout. Vous faites exploser les impôts, c'est votre sujet. Et donc, ce que regarde la Commission européenne, c'est qu'effectivement, il y a un rétablissement tendanciel de la situation des comptes publics en France, mais juste parce qu'on est allé faire la poche des Français. Or, pour moi, ça n'est pas suffisant. Et dans ce budget, je vois bien les augmentations d'impôts. Je trouve que les économies sont très floues. Et si vous êtes capable de me dire exactement comment est-ce qu'on va économiser sur la dépense administrative dans ce budget, ça m'intéresse. Parce que là, c'est le grand flou à l'intérieur de la conception du budget. Je voudrais juste avoir une précision parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites tout le mal que vous pensez du modèle social tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Bruno Le Maire... C'est pas tout le mal, c'est mes inquiétudes. C'est-à-dire que je vois un modèle social français qui est en train de dériver, dans lequel, partant d'une conception à laquelle je suis très attaché, qui était celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, on est en train de dériver vers un système social qui verse des prestations et n'aide plus les gens. Vous dites le système dérive. Bruno Le Maire, avec qui vous avez écrit par ailleurs une tribune cette semaine sur un autre sujet sur l'Europe, que vous connaissez bien, que vous appréciez sans doute, dit lui, le modèle sur lequel on vit, il est mort. Vous êtes d'accord avec lui? On partage la même vision. Voilà. On partage exactement la même vision. Et c'est bien d'ailleurs qu'à l'intérieur de notre famille politique, on soit un certain nombre à être déterminés, pour reprendre votre expression, à secouer les tabous et le politiquement correct. Eric Revel. Sur l'Europe, Laurent Wauquiez, vous rappeliez tout à l'heure que vous aviez été ministre délégué aux Affaires européennes. Vous avez sans doute vu que le week-end dernier, Angela Merkel a été réélue triomphalement, quasi une majorité absolue. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure pour réactiver et donner du peps au moteur franco-allemand? Le problème aujourd'hui du moteur franco-allemand, il est double. D'abord, on a un gouvernement qui, depuis 1 an et demi, s'est amusé à critiquer dans tous les sens Angela Merkel. Le verdict, c'est d'une part la réussite économique de l'Allemagne, d'autre part la réussite politique d'Angela Merkel, qui doit amener tous les décideurs, j'ai dit tous les décideurs, à bien réfléchir. Et puis la deuxième chose, c'est que le moteur franco-allemand aujourd'hui, il est malade de la France. Et c'est parce que nous n'avons pas suffisamment su adapter notre pays, qu'on ne prend pas suffisamment de décisions courageuses, que ça n'avance pas. La palinodie de réforme des retraites fait évidemment sourire du côté d'Outre-Rhin. En matière de retraite, il y a une seule réforme de retraite qui est à peu près viable. C'est celle qui met à égalité le public et le privé et qui supprime tous les régimes spéciaux. C'est la seule réforme qui permettra véritablement de redonner un équilibre à notre régime de retraite. Alexis Vous Brézet. dites la France ne fait pas le boulot, mais est-ce que vous attendez aussi une évolution, ou non, une évolution de l'Allemagne sur la croissance et le pouvoir d'achat, ou sur la gestion, par exemple, de l'euro? Moi, je pense qu'il faut passer un nouvel accord avec l'Allemagne, dans lequel la France, elle, prend des engagements, qui sont des engagements pour redonner au fond de la compétitivité à notre économie, et où en échange, on demande de l'Allemagne qu'elle donne un petit peu plus de mou dans la gestion européenne. Est-ce qu'on est en position de force pour passer un tel accord?
non, tant que vous n'avez pas réformé votre pays. C'est quoi Et c'est pour ça. un peu plus de mou, ça veut dire Ça veut quoi? dire que je considère que sur la gestion de l'euro, On s'attaque moins aux dépenses publiques. ça veut dire que sur la gestion de l'euro, On il faut s'attaque moins aux dépenses publiques. sur la gestion de l'euro, il faut qu'on soit un tout petit peu plus Ouais, c'est pas accommodant. facile, hein. Non, sur la dépense publique, évidemment qu'il faut faire le travail, c'est la première Mais un condition. petit peu plus de mou, c'est peut-être moins d'austérité dans la politique allemande. Non, pour moi, ce que ça signifie surtout, c'est qu'au niveau C'est de une politique l'Allemagne, il faut monétaire. aussi qu'ils relancent un tout Une petit peu politique leur aspect de monétaire, consommation. une politique monétaire Voilà. plus accommodante. Une politique monétaire qui soit moins rigoureuse, qui étouffe un peu moins nos entreprises, avec une valorisation de l'euro qui ne soit pas à ce niveau aussi délirant que celui qu'on a aujourd'hui et qui pénalise notre compétitivité. Donc il y a un accord possible, Comment on mais fait pas pour- avec une comment on France fait qui est l'enfant malade de l'Europe Pour aujourd'hui. convaincre les Allemands, parce que vous êtes partisan d'une protection de l'Europe aux frontières sur le plan commercial. Comment on fait pour en convaincre les Allemands? Ça fait partie des sujets, enfin, en gros, si on résume tout ce qu'on s'est dit, d'une certaine façon, la politique française a besoin d'un renouvellement profond de ses idées. Et elle a besoin de politiques qui sont capables de secouer un peu un certain nombre d'idées reçues. On en a parlé sur le social et le tout gratuit. Pour moi, il y a un sujet aussi qui est celui de l'exemplarité des élus, de la transparence des élus. Et puis, il y a ce sujet du bon dosage entre la mondialisation et le protectionnisme européen. Vous Ce dites que je constate juste, pour finir là-dessus, c'est que toutes les zones géopolitiques au monde essayent de protéger quand même un tout petit peu leurs entreprises. La Chine le fait, l'Inde le fait, les États-Unis le font. L'Europe est la seule zone géopolitique où la Commission européenne nous interdit d'avoir toute politique industrielle lucide. Donc je plaide, même s'il paraît que le mot ne fait pas moderne, pour un minimum de protectionnisme européen. Vous dites qu'il faut des politiques qui secouent un peu le système. François Fillon propose par exemple la retraite à 65 ans, propose de revenir aux 39 heures. Et dans le même temps, vous avez Nicolas Sarkozy qui, vendredi, devant un certain nombre d'élus, il s'est arrangé pour que ça se sache, dit ça se saurait si on se faisait élire sur la retraite à 65 ans et les 39 heures payées 35. Il vous rend service, Nicolas Sarkozy, quand il dit ça? Écoutez, sincèrement, enfin, dans ma perception de ce qu'est aujourd'hui l'UMP, il y a des moments où ça me désespère un peu et où j'ai l'impression que notre famille politique a un sérieux risque de menace d'oxygène. On en est réduit à quoi là? On a des propos off d'un déjeuner dans lequel Nicolas Sarkozy aurait dit quelque chose, qui donne lieu à un commentaire d'un tel qui fait une déclaration, et puis ensuite on va avoir les commentaires sur les déclarations qui ont été faites sur les propos off. C'est ça l'UMP. On parle encore non, mais- un minimum aux Français Non, avec mais tout ça. il y a un vrai Pardon, mais- débat. Est-ce qu'il faut promettre du sang, de la sueur et des larmes, des choses difficiles? Est-ce qu'on peut, promettant ça, être élu? Ou bien est-ce qu'il faut faire des promesses plus accommodantes, quitte à en faire un peu moins ensuite, une fois qu'on est élu? Pour moi, mon repère, il est très simple. Il faut faire des vraies réformes et pas des réformettes. Par exemple, sur le régime de retraite, ma question, moi, elle est même pas la Non, mais la question est de cotisation. savoir s'il faut les promettre avant d'être Est-ce non, qu'il mais faut dire attendez. on va revenir à 65 ans pour la retraite? Voilà. Vous me permettez d'aller jusqu'au bout. Donc, sur les retraites, par exemple, c'est pas juste augmenter les cotisations ou les annuités, c'est mettre à égalité tous les Français. Et on le dit avant. Parce que si on le dit avant, on ne le tiendra pas après. Donc, c'est évident que toutes les réformes que vous voulez faire, il faut qu'elles soient dans votre programme électoral. C'est une évidence. Et la deuxième condition, c'est que ce que vous avez dit, il faut le tenir ensuite. Et sur les 10 ans d'exercice du pouvoir qu'on a eu, on a trop péché par des paroles qui étaient parfois trop fortes et des actes qui n'étaient pas suffisamment forts. Et pour moi, l'échec de nos 10 ans d'exercice du pouvoir, il est là. Des paroles parfois fortes, mais des actes qui n'étaient pas à cette aune. Et donc, exemple Alexis concret, Brazet. ce qu'il faut dire, il faudra repasser aux 39 heures, vraiment pour de vrai, tout en gardant le fait qu'elles sont aujourd'hui payées 35. Exemple simple, et c'est ce pourquoi je plaide, c'est évident qu'il faut revenir sur les 35 heures. Exemple simple, ça veut dire qu'il faudra clairement dire que nous reviendrons sur tous les régimes spéciaux, tous les régimes spéciaux sans exception. Exemple simple, ça veut dire que sur la protection sociale, je ne crois pas que les propos que je vous ai tenus soient du politiquement correct ou de la facilité. Si vous n'assumez pas ces réformes, on ne s'en sortira pas. Mais là aussi où je voudrais bien aller jusqu'au bout, c'est pas juste du sang et des larmes. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien qu'on comprenne tous collectivement, c'est que si jamais on fait ces efforts, on en récolte les fruits. Et là, il suffit de regarder ce qui se passe outre-Rhin. Les Allemands ont fait des efforts, ils en récoltent les fruits aujourd'hui. Si les Français font des efforts, c'est pas du sang et des larmes pour 15 ans. Si à un moment on est capable de ce sursaut, on en récoltera les fruits, en termes de création de valeur, en termes de richesse supplémentaire pour chaque Français. Juste, il faut des politiques qui aient le courage. Eric Revel. D'ailleurs, François Hollande avait vanté en Allemagne même la mise en place de l'agenda Schröder et des réformes que l'ancien chancelier avait entreprises. Vous en souvenez sans doute. Vous avez raison de pointer ces incohérences. Jérôme parlait tout à l'heure de François Fillon. Alors on se souvient Oui. que dans la Grande Guerre qui a opposé Jean-François Copé à François Fillon, vous étiez filloniste. Est-ce que vous êtes toujours filloniste? Et est-ce que la fameuse déclaration de François Fillon, je voterai pour le moins sectaire entre le PS et le Front National,
vous a fait changer de perception sur l'ancien Premier ministre? Alors, avec François Fillon, et c'est un mystère pour personne, on a eu une divergence. J'ai considéré qu'à la suite de ce qui s'était passé sur cette guerre fratricide à l'intérieur de l'UMP, laisser notre parti sur un compromis boiteux, c'était prendre le risque que notre parti ait beaucoup de mal à se refonder et à se renouveler. Le compromis boiteux, c'est Jean-François Copé, président de l'UMP? Non, c'est cette espèce d'accord dans lequel, au fond, on n'a rien tranché, où on n'a pas clarifié ni notre ligne politique, ni au fond... Donc l'UMP est boiteuse, vous dites ce soir? Non, c'est pas ce que je dis. Non, la question c'est boiteux. est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les faits vous donnent raison par rapport à la divergence que vous Ce aviez que à je l'époque? constate, c'est qu'en tout cas, notre parti a du mal à se reconstruire. Partant de là, j'en ai tiré une conséquence. S'enfermer dans cette espèce d'opposition perpétuelle entre ceux qui ont voté Copé, ceux qui ont voté Fillon, est mortifère. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose dont a besoin l'UMP, c'est un renouvellement profond de ses idées et de sa pratique politique. Donc j'ai repris mon autonomie pour me consacrer à ce sujet-là, comme d'autres d'ailleurs, et pour essayer d'œuvrer pour cette autonomie des idées. Pour le reste, je le dis très simplement, j'ai de l'amitié pour François Fillon, j'ai beaucoup d'estime pour lui, on a beaucoup d'idées qu'on en partage, mais je pense qu'une des leçons qu'on doit tirer de cette espèce de guerre qui a eu lieu, c'est que si on veut renouveler nos idées, il faut qu'on se concentre là-dessus et pas sur les écuries présidentielles. Et sur sa phrase récente entre un Front National et un socialiste, je voterai ou nous voterons pour le moins sectaire, vous en dites quoi? Il s'en est expliqué, je crois qu'on a surtout eu droit... Bon, on a surtout eu droit à un psychodrame où François Fillon lui-même a expliqué qu'en fait, il ne votait pas pour le PS et qu'il ne votait pas pour le FN. Donc, on est exactement sur la ligne qui est partagée par l'ensemble des élus de notre famille politique. Vous dites il faut qu'on se concentre sur les échéances, sur le programme, sur le fond et pas sur les écuries. Pardon, mais ces 2 derniers jours, que vous le vouliez ou non, Nicolas Sarkozy, bain de foule à Nice, c'était le 2e en 8 jours. Il laisse filtrer les propos qu'on évoquait tout à l'heure à propos de François Fillon. C'était pas très aimable. Et François Fillon, aujourd'hui, lui répond. On est bel et bien déjà dans une bataille d'écurie. Oui, c'est bien ce que je regrette. Voilà. Et je pense que avant, parce que cette bataille, elle viendra. La politique, on le sait tous, elle est aussi faite de ces rivalités de personnes. Mais que chacun consacre d'abord son énergie à ce renouvellement des idées. Et on a beaucoup de choses à faire. La place des classes moyennes, cette question de la bonne gestion du pays, l'équilibre du social, quel niveau de protectionnisme et quelle projection dans la mondialisation. On a quand même beaucoup de sujets à voir. L'UMP, si elle veut reparler aux Français, doit d'abord être force de proposition. Question réciproque de la précédente, est-ce que vous êtes encore Sarkozy? Est-ce que vous pensez que ça peut faire un bon candidat pour la droite? Mais je pense honnêtement qu'on a plein de gens qui pourront faire peut-être un bon candidat en 2017. Il y en a plein. Bah oui, on en a même parfois trop plein, si je peux me permettre. La question pour nous, elle n'est pas là. La première question, c'est d'abord que l'UMP se reconstruise par les idées et par son renouvellement d'idées. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore aux Français? Est-ce que les Français qui ont des difficultés de vie quotidienne ont encore l'impression que l'UMP leur parle? La question de savoir ensuite qui portera ces idées, elle vient ensuite. Mettons les choses dans le bon ordre. La première et le premier sujet, c'est la refondation par les idées. Je veux que l'UMP renouvelle ses idées et sa pratique politique. Éric Revel. Ouais, juste sur la petite déclaration de François Fillon, pardonnez mon esprit en escalier. Sur le Je connais votre côté taquin, monsieur Revel. Non, mais alors j'ai lu que oui. Sur des réformes majeures qui pourraient intéresser le pays, vous seriez prêt à pousser l'idée d'une union nationale. D'une union nationale. Si. Ah bah, j'ai pas mal lu. Bah, on en a une illustration. Donc là, vous n'êtes pas du tout sectaire avec le Parti Socialiste, vous êtes prêt à participer à un gouvernement d'union nationale. Je n'étais pas du tout prêt à participer, en tout cas, je peux vous assurer que je n'irai pas dans un gouvernement d'union nationale. Mais monsieur Revel, on en a une illustration sur ce plateau. Oui. On a parlé de la question des Roms. Je vous ai dit que je soutenais sur ce sujet les positions de Manuel Valls. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Et alors, juste, je continue dans le même esprit. Vous avez dit sur Canal+... C'est une réponse d'escalier. Je ne voterai jamais FN et je ne peux plus voter PS. Ça veut dire que vous avez voté PS? Non, j'ai jamais voté PS, mais juste, je vois à quel point le PS fait du mal au pays. Je ne peux pas continuer à cautionner ça. Donc, quand je vois parfois certains dans ma famille politique qui disent « bah si, on peut voter PS », moi, je ne peux pas voter PS. Voilà. Vous avez été l'un de ceux qui, encore cet été, avait réclamé l'inventaire, en parlant d'ailleurs de devoir et non pas de droit d'inventaire, à propos des 10 dernières années de pouvoir à droite. Vous avez d'ailleurs exprimé un certain nombre de critiques depuis le début de cette émission. On sait maintenant à quoi va ressembler le débat sérieux et objectif que Jean-François Copé avait appelé de ses voeux à la fin de l'été, à propos du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ça va se passer dans une quinzaine de jours et ça devrait durer une demi-journée. C'est suffisant, ça, pour un débat sérieux et objectif? La réponse est presque dans la question, monsieur Chapuis, si je peux me permettre. C'est votre réponse qui nous intéresse. Hein. D'abord, la première chose, c'est que pour moi, ce n'est pas 5 ans qui sont en cause. C'est 10 ans d'exercice du pouvoir. Pendant 10 ans, on a été aux responsabilités. Il y a des choses dont je suis très fier.
et il y en a d'autres dont je suis moins fier. Une demi-journée, c'est suffisant? Bah non, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'au fond, et on le voit bien à travers toutes vos questions, à chaque fois, et c'est normal, ne faisons pas semblant d'avoir tout réussi. Monsieur Revel me dit, mais ça, vous n'avez pas bien réussi. Bah oui, c'est vrai. Non, je pose une question. Non, mais c'est... Je ne permettrai pas d'avoir un jugement. Elles sont normales et vos questions sont légitimes. Pourquoi est-ce que la politique serait le seul domaine au monde dans lequel on s'interdit le fait de reconnaître qu'on a fait des erreurs? Bien sûr qu'on a fait des erreurs. Par exemple, pendant le quinquennat précédent, je me suis battu... quand on a fait des erreurs, est-ce que ça vous disqualifie pas, vous, Bruno Le Maire, les autres qui ont participé à cette... Ce qui nous disqualifie, monsieur Chapuis, c'est quand vous faites des erreurs et que vous n'êtes pas capable de les corriger ni de les reconnaître. Ça vous disqualifie. C'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, ce devoir d'inventaire, c'est pas un exercice d'autoflagellation, c'est un devoir d'inventaire pour en tirer des leçons pour l'avenir. C'est ça qui m'intéresse. Par exemple, en disant on n'est pas revenu sur les 35 heures. C'est pas normal. Est-ce que c'était à nous de faire sauter le service militaire sans mettre rien en contrepartie qui permette d'intégrer une classe d'âge? Voilà des questions que je souhaite qu'on se pose. Mais justement, quand on parle des erreurs, finalement, si on résume, il y a deux grands types d'explications aujourd'hui à droite. Il y a ceux qui disent on n'en a pas fait assez, on n'est pas allé assez loin, et puis ceux qui disent on en a trop dit, on a trop clivé, on était trop à droite. Vous êtes dans quelle famille? Trop de paroles, pas assez d'actes. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur ce qui se passe encore ce week-end, le rapprochement entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou au centre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour votre famille politique? Est-ce que c'est pas un risque pour l'UMP, qui compte beaucoup de centristes dans ses rangs? Si l'UMP ne parle plus et n'est plus suffisamment force de proposition, on va évidemment se retrouver dans une nasse, avec d'une part le FN et d'autre part la reconstitution du centre. Mais, pardon, j'observe ce qui se passe au centre, avec évidemment une attention particulière. J'ai connu le centre en France plus exigeant. D'abord, la première chose, on ne peut quand même pas s'empêcher de constater que François Bayrou, il y a 1 an et demi, soutenait Nicolas Sarkozy, et qu'aujourd'hui, maintenant qu'il est bas dans les sondages, il est prêt à soutenait François Hollande. Ouais. Quel lapsus. Soutenait François Hollande, et que maintenant, moins d'1 an et demi plus tard, parce qu'il est bas dans le sondage, il n'arrête pas de le critiquer. La deuxième chose, cet accord entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, ça ressemble à une négociation de boutiquiers qui fusionnent leurs fonds de commerce. Elles sont où les idées? Vous avez entendu parler du projet qu'ils ont l'intention de défendre? Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour l'UMP? Vous disiez l'UMP n'est pas assez clair sur son programme. Après tout, si un parti du centre, ça permet à l'UMP d'avoir un vrai programme à côté, à droite. Ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est quand la pratique politique est une pratique de négociation de boutiquier. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour toute la politique en général. Très rapidement. Moi, je voulais juste terminer par une question très personnelle. Vous êtes en pleine introspection. Je me méfie des questions personnelles. Introspection, autocritique, autocritique sur le bilan, etc. J'ai été surpris de ce que vous avez dit récemment. Lorsque vous étiez ministre, vous étiez devenu arrogant, vous aviez pété un câble. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Donc les choses sont redevenues normales. Vous n'êtes plus ministre. Ouh là là, vous savez, c'est un exercice quotidien, ça. Pour le politique, le danger de l'inflation de l'ego, c'est un exercice quotidien de vigilance. Non, juste, je pense que la question simple qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi est-ce que ça fait 30 ans que la classe politique française en général, qu'elle soit de gauche ou de droite, n'arrive pas à redonner un nouveau souffle à notre pays? Et cette question-là, moi, c'est celle qui me taraude. Et juste ce que je me dis, c'est que je me suis engagé en politique, c'est pas pour accompagner le déclin de mon pays. C'est pour essayer à un moment d'être capable de contribuer dans une équipe à incurver ce sens du destin. Voilà. Donc, là, vous parlez collectif, plus individuel. Hein. Oui, mais je pense que c'est au fond tout ce qui est l'alchimie de la politique compliquée. Il faut à la fois faire de l'individuel et de l'équipe. Merci Laurent Wauquiez, c'est la fin de ce grand jury. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant sur LCI, le débrief, dans la foulée sur RTL.fr et lefigaro.fr. Je vous souhaite une excellente soirée.